هي على الأقل شيء ديمقراطية العبد كما يتغني شوية. Maghreb Orient Express, bienvenue à tous. Des dizaines de milliers de personnes qui défilent à Tunis pour dire non au terrorisme. C'est l'image du jour. 11 jours après l'attentat contre le musée du Bardo, le président tunisien Béji Caïd Essebsi a inauguré une stèle à la mémoire des victimes dans l'enceinte du célèbre musée. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement étaient présents. Le président français François Hollande, on voit à l'image Matteo Renzi, le Premier ministre italien. Il y avait également la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, ou encore le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. L'attaque a fait 22 morts, dont 21 touristes. On a par ailleurs appris ces dernières heures que le chef du principal groupe armé djihadiste tunisien, Abou Sakal, a été tué lors d'une opération des forces de sécurité tunisiennes dans la région de Gafsa. Voilà donc pour la Tunisie. On y reviendra à la fin du journal, mais ce sera pour parler du Forum social mondial. MOE décrète aujourd'hui l'insurrection par la parole, rap, slam, spoken word, poésie urbaine de la Mauritanie, pays des millions de poètes. À l'université Paris-Sorbonne d'Abu Dhabi, une nouvelle génération de poètes émerge et brise les codes contre les règles éculées et le silence. 4 invités avec nous aujourd'hui sur TV5 Monde. Dima Khatib, merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous êtes journaliste, écrivain. Votre premier recueil de poèmes en arabe s'appelle Réfugiés de l'amour. Ça sera bientôt en librairie. À vos côtés, Farah Hachama, bienvenue à vous, merci d'être avec nous. Vous êtes poète spoken word, on verra tout de ce style poétique tout à l'heure. Vous êtes étudiante à l'université Paris-Sorbonne d'Abu Dhabi. Stéphane Le Gall-Villiquer, merci d'être avec nous. Vous êtes le réalisateur du documentaire Une parole libre, rap et rime. C'est présenté dans le cadre du 10e festival du panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient du 31 mars au 19 avril au cinéma L'Écran de Saint-Denis, près de Paris. Un film consacré en grande partie au rappeur Manza qui nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui. Bienvenue Manza, vous êtes donc rappeur, producteur, fondateur du festival Assalamu alaikum de Nouakchott, la capitale de la Mauritanie. Stéphane Le Gall-Villiquer, on va commencer donc avec votre documentaire. Vous vous êtes intéressé à la scène rap et hip-hop de la Mauritanie. On regarde sans plus attendre un extrait. Ils ont bloqué la culture, veulent abrutir le peuple, provoquer des fissures, veulent diviser le peuple. Ils font la guerre à l'art et élèvent des griots. Artistes opposés, non partisans, je crie haut. Un micro, un stylo, j'avance avec la foi. La sigma, miso, la révo est en moi. Implanté comme un pivot, voix des sans-voix. Mauritania, Tanawadi comme sans joie. Refuse l'injustice, les pratiques esclavagistes. Activistes, combattants des médiocrités racistes. Je refuse d'être un sale complice, un état hypocrite et communautariste. Comme Mauritaniana et eu des ethnistes. Loin de moi l'idée d'être un intégriste. Mon paradis matrice, plein de tâches sur la liste. Ici en Mauritanie, il n'y a pas un rappeur mort. La plus majorité des rappeurs ici, en Mauritanie, c'est des Peuls. C'est des Peuls qui revendiquent, qui parlent, qui disent ce qu'ils voient. Min jimata ko révolution amen ko ɗum 100% min jiiɗi ko yimɓe ƴellito pina paama surtout génération mauritan ɗo hannde ala bawɗo change leydi ndi sona sukaɓe je sukaɓe so goppama aɓe joolo e maayo violence ko probléme mawɗo so yimɓe fof goni de concert tout ça va changer. Voilà, parole libre. Stéphane Le Gall-Villiquer, qu'est-ce qui vous a amené au juste à vous intéresser à la scène hip-hop mauritanienne? Bon, j'ai fait pas mal de films au Mali, et puis il y a le fleuve Sénégal qui sépare la Mauritanie du Mali, et donc j'avais envie d'aller de l'autre côté. C'est la première chose, c'est peut-être un peu personnel. Mais surtout, il y a une scène rap en Afrique de l'Ouest qui est très développée, et que cette jeunesse qui a beaucoup de choses à dire et le raconte magnifiquement. Et c'est un rap qu'on dit conscient, un rap conscient. Peut-être pas celui qu'on trouve dans les pays occidentaux, on va dire plus bling-bling, qui raconte.
Et donc, je trouvais intéressant de rentrer dans un pays à travers sa jeunesse qui raconte ses aspirations. Et les aspirations des rappeurs mauritaniens, en particulier Monza, qui porte aussi ce mouvement, eh ben, elle est très forte. Monza, c'est le rap aux origines, on a envie de dire. Hein, on retrouve la vocation première de cette musique. C'est une contre-culture, c'est ce qu'on découvre dans ce documentaire. Que dénoncez-vous au juste dans vos textes? En fait, il s'agit pas forcément de dénonciation, mais il s'agit plutôt de constat pour reproduire un tableau que d'autres n'arrivent pas à montrer au monde. Et le tableau de la Mauritanie aujourd'hui, dans les médias, on va dire, c'est pas réellement ce tableau-là que nous, en tout cas, on est en train de peindre et de vivre surtout. Parce que en Mauritanie, il y a une forte, on va dire, identité culturelle d'abord qui est là, mais qui est décloisonnée dans du communautarisme. C'est-à-dire qu'on est un pays où il y a 4 communautés qui n'arrivent pas aujourd'hui à vivre ensemble et le débat est autour, on va dire, de l'unité nationale. Alors qu'avant de parler d'unité nationale, il faut d'abord accepter l'identité nationale. Quelles sont les 4 communautés, Monza? Alors, il y a des Maures, il y a des Peuls, il y a des Wolofs, il y a des Soninké. Alors, chez les Maures, il y a aussi des Maures blancs et des Maures noirs qui font 45% de la population, les Haratins, que certains disent descendants d'esclaves. Et qu'il y a aussi une petite, infime partie de Bambara en Mauritanie et les gens n'en parlent pas. Nous devons nous accepter tels que nous sommes. Et tant qu'il n'y a pas cette acceptation de cette richesse multiculturelle qui fait aujourd'hui la force quand même de ce pays, et grâce aujourd'hui au hip-hop, pour revenir au rap, on arrive à mélanger toutes ces communautés. C'est la seule musique qui est consommée par toutes les communautés de la Mauritanie. Dima Ratib, peut-être une réaction sur le rap. Vous avez été grand reporter, vous avez couvert le monde, vous avez travaillé au Venezuela. On imagine que vous avez connu différents types de musique rap à travers les continents. Que vous inspire ce style musical? En tous les cas, là, il est à la source de ce qui doit être contestataire. J'ai adoré en fait le rap arabe. La première expérience que j'ai eue, c'était en Égypte pendant la Révolution. Ouais. Et c'était magnifique. J'ai retrouvé ce que j'avais donc aimé en Amérique latine, le même esprit révolutionnaire, le même esprit de vouloir changer par la parole, d'une façon absolument révolutionnaire aussi. J'ai adoré. Donc c'est une manifestation pour moi d'une jeunesse qui veut changer à travers l'art et sans dépendre des médias, sans dépendre des grands, de la façon traditionnelle de le faire. C'est-à-dire, eux, ils le font directement avec les gens, dans la rue, par Internet. C'est ça ce qui est beau. Même question sur cette musique, peut-être, Farah Chama? Oui, pour moi, c'est une mise à nu. C'est être vraiment, c'est décrire les choses telles qu'on les vive. Et c'est exactement ça. Et pour moi, il n'y a pas une grande différence entre le rap et le spoken word. Si, il y a la musique, il y a une façon, mais je veux dire le contenu et l'expérience d'être en direct avec un public, de les regarder dans les yeux et de dire les choses. De vivre l'instant avec eux. Le spoken word, on pourrait le définir ainsi, façon particulière d'oraliser un texte. Alors c'est soit poétique, mais pas seulement. Souvent, il y a une collaboration avec, par exemple, le théâtre, avec la musique, avec la danse, encore une fois. On va y revenir tout à l'heure. Monza, vous avez décidé de créer un festival qui s'appelle Salam Alaikum, que la paix soit sur vous, littéralement, à Nouakchott. Quelle est la vocation de ce festival? Alors, tout à l'heure, je parlais de constat. Donc, on est dans un pays où la culture, elle a une certaine force que, on va dire, l'État, les élus, etc., n'arrivent pas à percevoir et n'ont pas de vision pour son développement. Alors, en tant qu'artiste, on a pris nos responsabilités en disant on n'attend pas l'État pour arriver à faire quelque chose. On a eu l'opportunité de pouvoir partir en Europe, faire des résidences, etc., à travers des bourses. C'est à ce moment-là que moi, j'ai choisi de ne pas utiliser cette bourse pour aller en Europe, mais de rester chez moi et de créer ce festival pour les artistes. Un lieu de diffusion pour faire rencontrer aux Mauritaniens le monde, c'est-à-dire faire venir des artistes de tous les pays
et essayer de créer des nouveaux ponts entre les des différents peuples qui peuvent venir en Mauritanie, que ce soit d'Europe ou du Maghreb ou de l'Afrique de l'Afrique noire. L'idée, c'était de créer un pont d'échange, de rencontres et aussi de transfert de compétences parce que il y a beaucoup de compétences au nord, il y a beaucoup de compétences aussi dans certains pays africains qui sont assez développés, en tout cas par rapport à la Mauritanie, et qui peuvent justement amener cette expertise-là et échanger, former des jeunes pour qu'on s'assume et que l'État s'en rende compte et nous suive. Votre premier album s'appelait Président de la République. Est-ce qu'il y a parfois des textes qui vous valent des difficultés avec les autorités? Est-ce que vous avez déjà été censuré ou en tous les cas inquiété? Alors, quand nous avons fini l'album en 2004 et qu'on a voulu le sortir, celui qui devait faire le pressage a eu des problèmes, donc j'ai été convoqué. C'était à l'époque du président Maouya Oultaya, qui est passé plus de 20 ans au pouvoir. Ce disque a été censuré, saisi. C'est bien après que nous sommes réorganisés pour fabriquer nous-mêmes les disques en faisant des CD gravés, etc. Mais par la force des choses, on a réussi à le sortir. Stéphane Le Gall-Villiquer, une question peut-être sur un mot qui est un peu la trame de votre documentaire, c'est ce mot patience auprès de ces jeunes de cette génération. Monza disait « Je préfère utiliser cette bourse ici avec ce festival plutôt que d'aller en Europe ». Il y a profondément une croyance dans cette vertu qu'est la patience. C'est ce qui est assez frappant dans votre film. Oui, je pense qu'il faut saluer Monza et toute la jeunesse mauritanienne pour leur engagement artistique. Il y a plus de 3000 groupes, de jeunes groupes amateurs et avec une grande qualité en Mauritanie. Et donc, il y a un système politique qui existe. Monza en a parlé. Avec une dictature qui ne dit pas son nom, autant être clair. Et pour autant, des gens déclament, chantent en français ou en poulard. En Hassania aussi, en Wolof aussi, en Wolof, Peul. tout le monde est là ensemble avec cette idée de revendiquer là-bas une liberté d'expression. Et ça, c'est très important, sans le placer dans une dimension de parti politique, d'organisation. C'est au sens noble de la chose politique. Absolument, c'est vraiment vécu. Dans le film, il y a à un moment donné un jeune garçon, Alassane, qui dit en Europe, les gens, ils disent, ils chantent les filles, ils chantent, mais il faut qu'on chante. Et il fait un petit lapsus, il dit ce que l'on vit. Et en montrant ses yeux. Et c'est ce que l'on voit, c'est ce que l'on vit aussi. Et ça, c'est important. C'est cette réalité. Dima Khatib, vous faites des rimes et des vers, plutôt, si l'on peut dire, sur les hommes. On va comprendre tout à l'heure pourquoi. Il y a une question, moi, qui me taraude d'abord. Comment passe-t-on de journaliste, que vous êtes d'ailleurs toujours profondément, grand reporter, chef du bureau d'Al Jazeera, grande chaîne internationale en Amérique latine. En l'occurrence, vos bureaux étaient basés à Caracas, capitale du Venezuela. Comment en vient-on à la poésie? Parce que justement, on vit des expériences très fortes. On voit la souffrance des gens et on n'arrive pas à exprimer les sentiments. Et toute cette expérience, on n'arrive pas à tout exprimer dans le journalisme. On passe la vérité des autres à travers le journalisme. Dans la poésie, on passe nos vérités. On passe la vérité de l'intérieur de l'homme. Dans le journalisme, on passe la vérité de l'extérieur, plutôt, avec un tout petit peu d'intérieur, mais on n'a jamais assez de temps pour penser. Donc, je me suis réfugiée dans la poésie pour pouvoir me sauver, parce que franchement, j'ai vécu beaucoup d'expériences fortes
comme tous les journalistes d'ailleurs. Et il faut sortir ça, il faut extérioriser ça d'une façon ou d'une autre. Et j'ai toujours écrit de la poésie, c'est juste que j'étais secrète avec moi-même. Alors, il y a Mosaïque d'un homme arabe, je vais en lire un extrait tout à l'heure, mais avant, Réfugié de l'amour peut-être. Vous êtes né, il me semble, vous êtes né de parents palestiniens, vous êtes né en Syrie. Palestinien, de mère syrienne à Damas. Sur le territoire syrien, donc Damas, capitale de la Syrie. Oui. On va l'évoquer aussi avec Farah Chama, mais c'est omniprésent dans la poésie palestinienne, c'est bien entendu l'exil, le statut de réfugié. Mais d'abord, c'est la question, il y a d'ailleurs, Farah Chama, une blague entre Palestiniens. Ah, t'es palestinien, mais quel papier as-tu donc, en fait hein Mais justement, je vous pose la question. Alors, vous êtes né à Dubaï, de parents palestiniens. Quels sont vos documents d'identité? On a le même document. C'est un document de voyage pour réfugiés palestiniens issu par le gouvernement syrien. Voilà. C'est très difficile de voyager avec ce document. Vous ne pouvez pas avoir la carte d'identité nationale syrienne? Non. Non, parce que la mère ne passe pas la nationalité déjà, et puis parce qu'on est réfugié palestinien, soi-disant pour préserver le droit de retour. Et puis ces pays, ils utilisent ça dans les futures négociations de paix, soi-disant. Donc on ne peut pas être naturalisé. Et d'ailleurs, moi, je veux garder mon document. J'aurais pu devenir néo-zélandaise, j'aurais pu devenir américaine. J'ai rejeté la carte verte des États-Unis. Je l'ai renvoyée aux États-Unis. Je ne voulais pas être américaine ni autre chose. Je suis réfugiée, je resterai réfugiée. Farah Chama, vous citez souvent, il me semble, une phrase du poète palestinien Mahmoud Allouche: je ne me définis pas de peur de me perdre. Oui. C'est vraiment tel que vous ressentez. C'est ça. Donc vous ne définissez pas aujourd'hui? J'essaye de ne pas le faire. Ouais. Je ne me limite plus. Parce que je sens que ces documents, la bureaucratie, c'est juste une manière de se mettre dans des boîtes. Et, D'ailleurs, vous parlez d'identité souvent dans vos poèmes. Vous dites qu'il y a deux manières de l'aborder. Il y a la version bureaucratique que vous venez de citer, purement administrative, oui. Le droit selon les États. Et puis il y a la version que vous dites philosophique et plus personnelle. C'est ce qui vous intéresse? Bien sûr, c'est ce que j'essaye de faire dans ma poésie. C'est une manière de découvrir ce qui reste. Si ce n'est pas la bureaucratie, qu'est-ce qui reste à l'intérieur? Et c'est vraiment une question très philosophique, le moi qu'on aborde en philosophie. C'est vraiment, on peut décortiquer cette question. Et... Ouais. Vous avez un poème qui s'appelle « Je tue », je crois. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous réciter, nous déclamer quelques vers? Bien sûr. Je tue. Sans armes. Je tue. Sans armes. Deux pronoms personnels. Je et tu. Pas de ligne dessinée entre nous. Pas de carte, pas de soldats, pas de frontières. Juste je et tu. Car, comme je suis, tu es. Et j'espère que tu n'as pas entendu le verbe haïr. Tu es. C'est le verbe être qui est concerné. Car nous sommes tous les deux ici, maintenant, sans Occident, ni Orient. Vous avez vous parlez plusieurs langues. Votre père a beaucoup voyagé. Vous avez vécu au Brésil, il me semble. Un petit peu, quelques mois, 4 arabe, mois. français, portugais. Qu'est-ce que ça fait de pouvoir faire de la poésie en plusieurs langues? Est-ce que c'est une force en plus? Bien sûr, les langues font émerger des idées. Chaque langue vient avec des idées nouvelles, ou stimule de nouvelles idées. Et ça permet de voyager encore plus. Voyage, ça vous évoque pas mal de choses, il me semble, du Maratib. Oui. C'est un de vos textes? Oui, j'ai passé ma vie à voyager, je la passerai aussi à voyager. Le voyage se lasse de moi. Dans des sentiers sans fin, entre ciel et terre, entre une patrie perdue et une deuxième patrie, entre une pseudo-patrie et une deuxième pseudo-patrie, entre tente et tente, entre frontières et frontières, entre un premier exil et un deuxième exil, entre un exil arabe et un exil étranger, entre ceux que j'aime et ceux que j'aime, entre espoir et espoir d'un retour à une patrie perdue ou à une patrie, quelconque patrie, entre rêve et rêve d'une vie sans valise. Le voyage se lasse de moi, hélas, n'est-il pas temps que le voyage ne comprenne que la seule patrie qui n'est pas encore perdue, c'est lui.
Réfugiés de l'amour, il y a également, cette fois, c'est moi qui vais les lire, peut-être pour vous, Manza, ces quelques vers. Ouvre tes frontières pour moi, une réfugiée. Je dormirai dans tes yeux, là-bas, sous tes paupières. Je construirai un petit camp, un camp à une seule tente. J'y viderai 67 valises remplies d'années, année après année, depuis la Nakba, toutes avec leur étiquette, leur billet retour, tamponné El Aouda. L'exil, on le voit, l'identité, c'est une question qui taraude des jeunes poètes, notamment bien entendu avec la question israélo-palestinienne. C'est aussi une des problématiques en Afrique, Centrafrique, Mali. On a du mal parfois à voir ici, du côté européen, la douleur que représente de devoir tout quitter derrière, sans savoir si l'on pourra revenir. Ça pourra durer des mois, des années. Ça, c'est des problématiques aussi qui reviennent parfois chez les jeunes composantes dans la société mauritanienne. Bien sûr, l'exil a fait partie pour moi de l'histoire de la Mauritanie, dans la mesure où, à une certaine époque, en Mauritanie aussi, il s'est passé des événements en 1989 où il y a eu une pseudo-guerre civile où des Mauritaniens ont été rapatriés au Sénégal, qui ont passé des dizaines d'années. Et il y a 6 ans, il y a eu un retour qui a été organisé donc, avec l'État mauritanien et les organisations internationales comme les Nations Unies, etc. Et dans ces cas-là, pour moi, il y a cette légitimité, en tout cas, du réfugié ou de l'homme, simplement. Et de raconter la condition. De raconter sa condition, de retourner chez lui, mais surtout de faire valoir ce droit-là de retour. Maintenant, la question, c'est quand on rentre, comment se passe la réintégration ? Dima Khatib, mosaïque d'un homme arabe, ton œil droit est un jasmin de Damas, ton œil gauche est une allée de Jérusalem, ta lèvre haute est un rivage de Casablanca. Un peu plus loin dans ce même poème, vous dites « n'est que le tronc d'un olivier indocile qui résiste à l'occupation à Hébron et à Hattin et qui résistait à la colonisation à Tizi Ouzou et à Béjaïa ». Alors vous disiez ironiquement que du coup, mosaïque d'un homme arabe, ça allait peut-être faire polémique. Allez, on va ajouter arabe et berbère, c'est ça, puisque vous citez notamment deux villes de Kabylie. Mais au-delà de ça, pourquoi cette fascination pour l'homme, pour le corps, en fait? C'est un sujet plutôt tabou. C'est peut-être ce que vous permet de faire la poésie, contrairement au récit journalistique aussi? Absolument. En fait, quand j'étais journaliste, j'étais plutôt homme que femme, déjà. Parce que le travail du journaliste, et surtout moi, je voyageais beaucoup, je devais toujours prouver que j'étais aussi forte que l'homme. En fait, j'étais plus forte. À tous les niveaux. Je ne voulais pas l'être. Je le suis devenue par la force des choses. Bah oui, par la force des choses, parce qu'on me disait toujours, est-ce que tu peux le faire? Bien sûr. Bon, j'ai fait donc. Et donc, je me suis retrouvée dans la poésie en tant que femme, vraiment femme. Et c'est pour ça que j'écris beaucoup sur l'amour, sur l'homme. Et je veux casser cette barrière. L'homme, il est toujours censé faire la cour à la femme. L'homme est toujours censé commencer. L'homme est toujours censé dire que la femme est belle. Moi, j'aimerais bien aussi parler de la beauté de l'homme. Et je pense que c'est un plaisir pour moi de pouvoir le faire. Et ça, dans mes récitals, je regarde les réactions des hommes et des femmes. Et c'est super intéressant dans le monde arabe. Il y a des femmes qui terminent par me dire ce soir, je vais dire à mon mari, noie-moi en toi, comme dans ton poème. Ou déshabille-toi, c'est le titre de l'un de vos poèmes. Voilà. Alors, on va maintenant repartir à Tunis, si vous le voulez bien, puisque c'est là que vient de s'achever le Forum social mondial. D'ailleurs, beaucoup viennent du continent sud-américain pour y assister, notamment brésiliens, vénézuéliens, argentins. Alors, parmi les thèmes abordés cette année, il y a l'entrepreneuriat social. Et face à l'explosion du nombre d'associations, les finances publiques ont du mal à suivre. Et du coup, la société civile a décidé de prendre les choses en main. Voici un exemple avec le LabS, incubateur d'entreprise siglé Nouvelle Économie. C'est un reportage de Rim Matlouti avec Laurent Gaillardon. C'est un jour important pour Nejib. Il présente ses créations devant un jury. Il espère être sélectionné pour le Salon de l'artisanat de Tunis. Quand tu as confiance en ton travail, tu n'as pas de raison de t'inquiéter. À Madia, sur la côte tunisienne, la broderie et le tissage de soie sont une tradition en perdition. Nejib a choisi de valoriser ce patrimoine en créant une petite entreprise où les brodeuses et les designers se rencontrent. Depuis un an, ce fils et petit-fils de brodeuse est devenu un entrepreneur social et solidaire. Ici, les femmes ont un salaire juste, elles travaillent à leur rythme et leur nom est inscrit sur les collections. Si je travaillais dans une usine, j'y passerais mes journées et je ne pourrais pas voir mes enfants. La broderie, c'est beaucoup mieux.
On dit que ça y est, notre artisanat est mort, il n'a plus de valeur, alors que je vois ces mêmes métiers en France qui sont mis en valeur. C'est aussi pour la transmission d'un savoir-faire. Il y a des techniques qui sont travaillées par 4 ou 5 brodeuses en tout à Mahdia. Pour moi, c'est ça l'économie sociale et solidaire, c'est la sauvegarde de notre patrimoine, de notre identité. Negib n'y serait sans doute pas arrivé aussi vite sans l'accompagnement du laboratoire de l'économie sociale et solidaire. Le LABES est un projet porté par l'association Développement sans frontières, membre du groupe SOS, la première entreprise sociale en France. Negib a été choisi grâce à son idée, LABES l'a incubé, c'est-à-dire hébergé et accompagné. L'enjeu principal, c'est d'avoir un modèle qui puisse réussir en Tunisie. Et ce modèle-là se fait comment? C'est à travers des expériences, c'est à travers de nouvelles entreprises sociales qui sont créées à travers des idées, à travers des projets. Et à partir de là, on peut construire ce modèle-là. Ici, on ne parle pas d'actionnaires, mais de gouvernance participative, d'impact social et environnemental. Une trentaine de jeunes entreprises a bénéficié de cet accompagnement. L'entrepreneuriat social fait désormais partie du paysage économique de la Tunisie. Voilà, merci à tous les 4 d'avoir participé à Maghreb Orient Express. On termine peut-être avec cette image du jour, des dizaines de milliers de personnes rassemblées à Tunis. On y revient bien entendu dans les journaux d'information de TV5 Monde tout au long de la journée, et puis plus tard dans la soirée et demain également. Merci à vous de nous avoir suivis. À dimanche prochain pour un nouveau numéro et merci d'être fidèle à TV5 Monde.